Hello à tous, ici Claire Virose et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la reconversion, le podcast dédié à la reconversion professionnelle à quelques stades qu'elle en soit. Je suis Claire Virose, ancienne avocate, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je reçois ici chaque lundi un nouvel invité qui a osé la reconversion. Bonne nouvelle, le podcast Oser la reconversion a maintenant une page Instagram. Retrouvez-nous sur @oser la reconversion et vous pouvez aussi suivre les actualités du podcast sur le groupe Facebook dédié aux auditeurs. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous, ça encourage énormément le podcast et surtout laissez un petit commentaire sur Apple Podcast, ça nous aide énormément, merci. Cet épisode est rendu possible grâce au soutien d'Aveyron Attractivité Tourisme. Lassé du stress et de la grisaille parisienne, et si vous preniez enfin le temps de vivre et de profiter des choses simples de la vie dans le sud? Alors pourquoi ne pas vivre et travailler en Aveyron? Dans le dernier épisode d'Oser la reconversion, nous avons reçu Cédric qui nous a raconté son changement de vie complet. Il a troqué son job de consultant en informatique pour devenir torréfacteur de fèves de cacao, en même temps qu'il a déménagé de Genève à l'Aveyron. Dans le sud-ouest de la France, à 2 pas de Montpellier et Toulouse, l'Aveyron est un véritable havre de paix très verdoyant. Nature omniprésence, calme, sérénité, retour aux choses simples de la vie, villes et villages médiévaux de caractère, produits du terroir gourmand Made in Aveyron, nombreuses activités de pleine nature. L'Aveyron et ses richesses vous tendent les bras. Avec son service dédié, Aveyron Attractivité Tourisme vous accompagne pour faciliter votre installation pro. Mise en relation avec des entreprises qui recrutent pour vous et votre conjoint, avec des accompagnateurs à la création d'entreprises ou offres de reprise si vous souhaitez vous lancer dans l'entrepreneuriat, et également votre installation perso, logement, école pour enfants. Renseignez-vous dès maintenant sur les accompagnements possibles pour s'installer en Aveyron sur www.viens-vivre-en-aveyron.fr AVEYRON. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Marie. Après avoir été directrice artistique dans la publicité pendant 5 ans, Marie a tout plaqué pour ouvrir Barkers & Brothers, un concept store canin à Paris avec un café pour chiens. Après une école de publicité, Marie devient directrice artistique dans une agence de pub. Elle s'occupe des visuels de campagnes publicitaires, de la conception-rédaction des slogans, scénarios pour des clients renommés de l'agence tels que Kenzo, Cartier, Van Cleef. Pendant le confinement, c'est le déclic. Après 5 ans, elle n'a plus la même passion à exercer son métier et recherche plus de sens. Elle adopte alors son premier chien et a du mal à trouver des accessoires, jouets, clean. Elle décide alors de démissionner pour réaliser son rêve, monter son projet, recherche de financement, local. Barkers & Brothers a ouvert en 2022 et est situé à Montmartre, à Paris. Il se compose d'une boutique, accessoires, friandises, vêtements, d'un café proposant des puppuccinos, des cafés pour chiens, et d'un espace dog wash en libre service. Alors avec Marie, on a évoqué l'ambiance en agence de publicité, son déclic pendant le confinement, sa passion pour les animaux, les réactions de sa famille, comment convaincre les banquiers d'avoir un financement quand on est une femme jeune, le recrutement de sa première employée et ses projets d'ouverture à l'international. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Marie. Bonjour Marie, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Claire-Vie, merci de m'accueillir. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier actuel ? Oui, je suis la fondatrice de Barkers & Brothers, qui est un concept store canin. Alors, c'est un concept store à Paris. Moi, j'ai adoré et c'est comme ça que j'ai eu envie de t'interviewer parce que c'est pas ce que tu as toujours fait. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours et puis ton premier métier ? Tout à fait. Alors moi, j'ai commencé dans un tout autre domaine. J'étais directrice artistique en agence de publicité. Donc je m'occupais de tout ce qui était notamment visuel des campagnes publicitaires. J'ai aussi fait de la conception et l'action, donc tout ce qui était écrit, donc des slogans, des scénarios, ce genre de choses. Donc j'étais en agence de publicité, vraiment pas grand-chose à voir avec ce que je fais actuellement. Et comment tu avais eu envie d'aller dans la pub, justement ? J'ai fait des études de lettres. J'ai toujours bien aimé écrire. Ça m'a rapidement menée vers le métier de conceptrice-rédactrice parce que je voulais que ce soit appliqué à quelque chose. Je voulais vraiment en faire quelque chose de très concret. Donc la pub m'a permis ça. Et en fait, en travaillant en agence, j'ai vite réalisé que de faire uniquement la partie conception-rédaction, j'étais frustrée de pas passer au côté visuel, justement. J'avais l'impression d'abandonner un peu la mission au milieu.
Et du coup, j'ai rapidement switché du côté direction artistique, tout en continuant de faire un peu de conception rédaction. Oui, donc tu as bossé à peu près 5 ans en agence. J'ai vu que tu bossais pour des super gros clients, notamment, enfin, cette agence bosse pour Kenzo, Lacoste, Cartier, Van Cleef. Est-ce que toi, c'est des clients avec qui tu as travaillé? Comment ça se passait? Ouais, ouais, tout à fait. J'ai bossé, c'était une agence la dernière, spécialisée pas mal dans le luxe. Donc on travaillait avec des gros clients prestigieux. Et du coup, ouais, c'était une agence à taille humaine, donc j'ai travaillé sur tous les sujets qui étaient en cours. Et c'était hyper intéressant. Ça m'a aussi appris plein de codes justement de ces domaines-là, du luxe, voilà, savoir avoir le sens du détail jusqu'aux dernières petites choses. Il faut être minutieux. Et du coup, ouais, c'était hyper intéressant de bosser avec des grandes maisons comme ça. Et c'était comment l'ambiance du coup? Ça va, c'était pas trop stressant? Alors c'est un univers très speed. On est toujours un peu dans l'instantanéité, mine de rien. De plus en plus avec les réseaux sociaux où quand on crée du contenu pour les marques, faut tout le temps créer. C'est des choses qui doivent aller assez vite. Donc si on est toujours, c'est toujours un peu stressant, hein. C'est un flux tendu. Mais c'est aussi ce que j'aimais à ce moment-là, c'était on s'ennuie pas, quoi. Il y a pas un jour qui se ressemble, on a toujours des nouvelles choses à créer. Le fait d'être en agence permet aussi d'avoir plein de sujets différents et plein de clients différents au sein desquels on a plusieurs missions. Donc en fait, ça bouillonne tout le temps. C'est ce qui est à la fois hyper intéressant et à la fois peut être un peu éprouvant aussi. Ouais. Du coup, vous vous occupiez autant des réseaux sociaux que des campagnes de pub? Enfin, je veux dire, Tout à fait. tu vois, plus les aspects vraiment pub en elles-mêmes pour le site ou... Ouais, en fait, de plus en plus, les marques mettent leur budget sur tout ce qui est réseaux sociaux. Ça veut dire que le film qui anciennement sortait en télé et qui coûtait des millions à diffuser, aujourd'hui va être plutôt sur les réseaux, que ce soit du TikTok, de l'Insta, du Facebook, il y a de tout, hein, du Snapchat. Il y a aussi beaucoup de réseaux asiatiques, notamment dans le luxe, sur du WeChat par exemple. Et typiquement, c'est là-dessus que maintenant les marques mettent pas mal leur budget. Donc en fait, c'est exactement la même chose. On fait un tournage pareil, on a des acteurs pareils, on a des scénarios tout pareils, sauf que le canal de diffusion finale est plus le même. Il y a plus forcément de télé, plus forcément de ciné. L'affichage disparaît aussi un peu. Après, ça dépend, hein. Il y a un peu de tout selon les marques et selon leur budget, mais c'est vrai que les réseaux sociaux deviennent de plus en plus présents dans ces campagnes-là. Et comment t'as fait, toi, pour trouver ce poste en agence? Parce que c'est vrai que c'est assez compliqué, il y a beaucoup de concurrence, notamment pour trouver une agence justement qui bosse avec des clients renommés. Comment ça s'est passé pour toi? J'avais fait pas mal d'alternances pendant mes études, qui m'avaient fait du coup déjà des bonnes petites lignes d'expérience dans mon CV. Et au moment où j'ai quitté la dernière alternance et que je cherchais, il me semble que j'ai été contactée par cette agence-là. Et le feeling est tout de suite passé. Et du coup, j'y suis restée pendant tout un moment. Et j'ai évolué petit à petit au sein de l'agence. Et alors, bon, du coup, t'es resté 5 ans. Qu'est-ce qui s'est passé un peu, puisque t'as été, au bout d'un moment, t'as été lassée un peu? Ouais, j'avais l'impression de pas avoir spécialement de sens à ce que je faisais. J'avais au début vraiment c'était une passion et puis petit à petit je me rendais compte que ça devenait plus quelque chose de stressant et de voilà, j'avais plus le même plaisir à faire ce que je faisais. Je pensais de plus en plus aussi à d'autres projets. J'avais plein de choses en tête. Voilà, il y a plein de choses qui se sont passées où je me suis posé des questions. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça encore des années? Est-ce que c'est pas le moment de switcher? Et puis le confinement est arrivé. J'ai eu aussi, bon, nous, on avait toujours du boulot pour le coup. On était en télétravail, mais on a quand même pas mal bossé pendant ces périodes-là. Mais quand même, j'étais à la maison. J'avais aussi plus de temps pour penser à mes projets. Et du coup, voilà, c'est là qu'est vraiment né mon projet actuel et où j'ai décidé que voilà, petit à petit, j'allais prendre un peu de large avec ce que je faisais et me concentrer sur ce que je voulais faire. Et tu dis que tu as eu des événements qui sont passés? Enfin, est-ce que par exemple, il y a eu, je sais pas, un truc qui s'est passé à l'agence où tu t'es dit bon, c'est trop ou pas Non, spécialement?
Il y a pas eu un projet qui s'est mal passé ou une dispute avec, non du tout. C'était vraiment plus le quotidien. En fait, il y a du stress, il y a de la pression forcément parce qu'on a des clients importants qui attendent des choses de nous, qui veulent aussi, eux, ils considèrent que voilà, on est leur interlocuteur premier, donc il faut qu'on soit, quand eux sont prêts, nous on doit l'être. Donc il y a une certaine pression et juste, je crois qu'à un moment c'était trop pour moi et je me suis dit, plutôt que de bosser pour toutes ces personnes, même si elles étaient adorables, je préférerais bosser pour moi et puis voilà, avoir la pression de moi, de ma société, plutôt que de devoir rendre des comptes aussi constamment à quelqu'un. Il y avait aussi ce truc-là de vouloir faire quelque chose pour moi, au-delà de juste changer de poste et repartir dans une autre entreprise qui aurait pu être complètement autre chose, hein. J'avais surtout envie de faire quelque chose pour moi. C'est vrai que moi, j'avais aussi ce côté, enfin, je m'étais dit que finalement, on s'investit à fond, c'est hyper prenant, et en même temps, on construit rien. Donc peut-être à tout moment, on peut se faire virer ou voilà, il peut se passer n'importe quoi. Et puis en fait, on n'a plus rien parce qu'on a tout donné à cette boîte. Et j'avais ce côté où j'avais envie justement de créer ma boîte parce que au moins j'étais maître de ce qui allait se passer, quoi. Vraiment, et puis si tu fais une erreur, tu t'en prends qu'à toi-même. Si tu fais quelque chose de bien, bah, c'est tout à ton honneur et c'est complètement différent. Et la pression est toujours là et c'est même peut-être pire parce que bah, il y a vraiment que ça tout repose sur toi. Mais en revanche, c'est pour toi. Du coup, tu le vis différemment de quand c'est pour quelqu'un ou pour une entreprise, une entité différente. Et donc, du coup, tu avais plein d'idées de projets pendant le confinement. Comment ça s'est passé? Comment tu as décidé ce projet-là? Et puis, combien de temps tu as mis un petit peu à prendre la décision? Bah, en fait, j'ai toujours voulu bosser avec les animaux depuis petite. Je voulais être vétérinaire comme la plupart de mes enfants, je pense. Mais j'ai fait des stages et tout ça en vétérinaire. J'ai vite réalisé que tout l'aspect scientifique et tout ça, c'était vraiment pas pour moi. J'étais pas bonne là-dedans. Et puis, c'était pas le truc qui me faisait vibrer. Je voulais juste être avec les animaux. Donc ça s'est un peu tassé avec le temps parce que j'avais pas la voie qui me permettait de me diriger vers là. Et puis, quand j'ai commencé à réfléchir à ce que je voulais faire, j'ai regardé si je pouvais pas intégrer des sociétés qui bossaient avec les animaux, que ce soit dans la nourriture, dans de l'influence, dans plein de choses. Il y a plein de domaines maintenant rattachés aux animaux. J'ai même rencontré des gens, j'ai fait des entretiens. Et puis, pas ce truc de convaincu de que c'était ce que je voulais faire, donc j'ai creusé davantage. J'ai aussi eu mon chien entre-temps. J'ai commencé à faire pas mal de shopping pour lui, d'acheter plein de choses. J'ai essayé de me renseigner sur les produits, d'avoir des choses éthiques, d'avoir des choses qui duraient dans le temps, d'avoir des choses aussi différentes parce qu'on trouvait vraiment les mêmes choses dans toutes les boutiques. C'était les mêmes marques, des mêmes fabricants, pas toujours hyper clean. Et du coup, j'ai commencé à me dire, il y a un truc à faire à ce niveau-là. Je l'ai planché et puis j'ai bossé dessus une bonne année. J'ai quitté mon boulot entre-temps et je me suis consacrée sur le projet une bonne année puisque comme je te disais, le métier en agence était tellement prenant que c'était pas possible de jongler entre les deux. J'aurais pu vu le jour. Donc j'ai décidé à un moment de me dire, bah c'est un risque à prendre, mais je pars de l'agence et je me consacre à mon projet. Je démarche des banques, des financements, je monte mon business plan, je fais tout ce qu'il faut faire pour monter une entreprise, mais je fais plus que ça parce que sinon je pense que ça m'aurait mis 5 ans avant de voir le jour. Et comment ça s'est passé enfin, à quel moment tu t'es dit, bon, ça y est, c'est le projet, tu vois, comment tu as eu le truc de dire, bon, ça y est, parce que parfois on a une idée, et puis, voilà, j'imagine que beaucoup de gens ont des idées d'entreprise, mais tu vois, entre se dire, bon, c'est bon, je vais tout lâcher pour le faire vraiment, comment ça s'est passé pour toi, ce déclic? Je pense qu'il y a eu plusieurs choses. Il y a eu à un moment l'idée de me dire il y a quelque chose à creuser et quand j'ai commencé à penser à cette idée de concept store et que j'avais plein d'autres idées qui se greffaient dessus et que je voyais que du coup il y avait aussi une évolution possible et que c'était pas juste ancré dans le temps et que une fois que c'était sorti, bah c'était sorti. J'avais plein d'autres idées qui s'ajoutaient dessus, donc je voyais qu'il y avait un vrai potentiel. J'ai commencé un peu à en parler aussi autour de moi à des gens qui avaient vraiment rien à voir avec l'univers du chien et qui du coup allaient être forcément un peu plus critiques pour voir si ça tenait la route ou si c'était juste moi qui était dans mes lubies. J'ai envie de faire un truc avec les chiens. Ça a été plutôt bien accueilli, donc ça m'a conforté dans l'idée. Et c'était aussi le moment où je commençais à vraiment arriver au bout de ce que j'avais envie de faire en agence. Donc je me suis dit, en fait, c'est le moment, si je veux le lancer, tant pis si je me plante, tant pis si au bout de 6 mois je me dis en fait le truc ne tient pas la route, pas grave, je repartirai au pire en agence, je referai autre chose, je repostulerai ailleurs, mais au moins j'aurais tenté ce projet-là.
Et en fait, je pense que la concrétisation de l'idée est arrivée en même temps de ce trop-plein. Et du coup, j'ai sauté le pas à ce moment-là en me disant, bon, bah, go, on verra. Et donc, toi, tu as pris la décision pendant le confinement, enfin, pendant toute cette période Covid quand même. Ça t'a pas fait peur, cette ambiance? Ouais, j'ai mûri l'idée pendant le confinement, j'ai bossé encore tout un moment et j'ai arrêté bien plus tard, je pense une année après le premier confinement, à peu près. Histoire aussi d'être sûre qu'il n'y ait pas que justement cette ambiance un peu pesante qui ait fait que j'ai envie de bouger, que ce soit pas juste une petite crise de la quarantaine sans mauvais jeu de mots. Et du coup, non, j'ai pris un peu le temps quand même derrière, de me renseigner aussi sur toutes les formations qui existaient, voilà, de me dire je vais pas être toute seule après dans mon bateau à ramer. Donc j'ai pris un petit peu de temps, mais ouais, global, enfin ça s'est déclenché quand même dans cette période-là. Et ouais, ça t'a pas fait peur du coup de lancer une entreprise avec tout ce contexte? Alors si, enfin en fait non, étonnamment, moi je me suis pas trop posé ces questions-là parce que je pense que j'étais tellement dans mon truc, ça y est, c'est le moment, je me lance que bah il y a des barrières que j'ai pas vues et peut-être tant mieux parce que sinon je pense que j'aurais jamais sauté le pas. Mais je m'en suis rendu compte au moment de démarcher les banques notamment que les banques étaient bien plus froides pour les projets. Elles nous disaient qu'en fait du coup les budgets avaient été réduits drastiquement, qui faisaient vachement attention à où ils investissaient, contrairement à un moment où il y avait beaucoup d'investissements dans les startups et tout ça. Là, ça devenait, fallait faire un petit peu attention puisqu'il y en avait plein qui s'étaient écroulés et que du coup, il y avait plein de sociétés qui avaient dû être un peu sauvées par des aides et tout ça pendant ces périodes. Il y en a plein qui fermaient aussi quand moi j'ai commencé à me lancer. C'est le moment où tous les restaurateurs, il y avait plein de choses qui fermaient de tous les côtés. Ça a été un challenge de plus, je pense, mais bizarrement, je me suis pas trop focalisée dessus et je pense ouais tant mieux, sinon j'aurais jamais osé aller jusqu'au bout. Et moi, ce qui m'interpelle dans ton histoire, c'est que surtout, tu as décidé de faire directement une boutique physique avec un espace. Alors, c'est super marrant. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert. Tu fais des cafés pour chiens. Alors, ça s'appelle des Pupuccinos. En fait, comment tu as eu l'idée de te dire directement, je vais passer par du physique parce que tu aurais pu te dire, je vais faire un e-shop, comme ça, je vois si ça prend, s'il y a une demande. Comment tu t'es dit, moi, je fais directement la boutique? Bah, on m'a beaucoup conseillé au départ de faire uniquement le e-shop. Et moi, ça a jamais été une option. Et d'ailleurs, j'ai toujours pas le e-shop qui est en train d'arriver. On est en train de le faire. Pour moi, le e-shop, c'était vraiment une évolution de la boutique physique et pas l'inverse. Je voulais vraiment qu'il y ait en fait, l'idée, c'était d'être avec des chiens. Donc, je me voyais pas déjà être juste dans un bureau à envoyer des colis et à jamais être en contact avec les chiens. Le but, c'était d'être justement avec eux la journée, de rencontrer leurs propriétaires, de parler avec eux, de créer du lien. Donc c'était évident pour moi qu'il fallait qu'il y ait quelque chose de physique, que ce soit une boutique ou autre, mais il fallait qu'il y ait un endroit où on puisse se rencontrer. Donc ça, c'était le premier point. Et le deuxième, c'est que il y a énormément déjà de e-shops qui existent, que ce soit dans l'univers canin ou autre, hein, mais il y a énormément de e-shops. Il y a beaucoup d'options qui existent. Les gens sont parfois un peu perdus. Il y en a déjà plein qui naissaient pendant la période du confinement, surtout des petits créateurs, mais des choses qui naissaient pour, je sais pas, faire des colliers, faire des laisses, faire ce genre de choses. Il y a plein de choses qui se sont créées. Peut-être trop de choses d'un coup aussi. Donc c'est bien d'avoir du choix, mais du coup les gens savaient plus trop sur quelle plateforme commander. Je voulais pas juste être un e-shop de plus, je voulais qu'il y ait une vraie valeur ajoutée et je pense qu'il y en aurait pas forcément eu si j'avais été qu'un e-shop. Le concept reposait beaucoup sur le lieu physique puisqu'il y avait, comme tu le dis, il y a l'espace café où il y a des consos pour les chiens et pour les humains. Il y a aussi le dog wash où on peut venir laver son chien. Et il y avait la boutique où on peut échanger avec moi, avec tout le monde pour parler de son chien, parler de ses problématiques, essayer des tailles, tout bête, mais quand il y a plein d'accessoires, c'est toujours bien de pouvoir essayer. Donc il y avait vraiment un truc là-dessus et je voulais un lieu convivial. D'ailleurs, c'est le truc qui ressort pas mal, c'est que les gens se rencontrent pas mal en fait au café. Il y a plein de gens qui se mettent maintenant à faire des balades ensemble ou qui sont venus tout seuls avec leur chien prendre un café. Ils se sont retrouvés en face de quelqu'un, parce que la pièce est relativement petite. Ils se sont retrouvés du coup à parler, ah, il est mignon, votre chien, il a quel âge et tout ça, et qui ont créé du lien. Et c'est exactement ce que je voulais en créant un lieu physique, c'était que les gens se parlent, et le chien, c'est le meilleur allié pour créer du lien. Ah oui, ça c'est sûr. C'est incroyable. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est super sympa en tout cas. Et quelle était la réaction de ta famille, ton entourage? Comment ils l'ont vécu? Alors, je sais pas au fond d'eux comment ils l'ont vécu, mais au début, ça a été. Alors, mon compagnon tout de suite m'a dit fonce parce qu'il savait que c'était et le ras-le-bol de ce que j'avais
de là où j'étais et que c'était pas une lubie et que vraiment si je commençais à lui en parler, c'est que le truc était assez concret dans ma tête. Donc lui, il m'a tout de suite dit fonce, on trouvera comment faire, mais fonce. Mais ma famille a été hyper, m'a beaucoup accompagnée, m'a toujours aidée, même financièrement au début, j'ai été vraiment super bien soutenue. Mais ils ont commencé par me poser toutes les questions possibles pour me dire est-ce que je savais répondre à tout, est-ce que j'étais vraiment sûre de ce que je faisais, notamment par rapport au boulot que j'avais. J'avais un bon poste, j'évoluais, je venais d'avoir une augmentation. Enfin, ça se passait très bien. J'avais pas spécialement de raison de partir, hormis ce ras-le-bol. Mais sinon, j'avais pas spécialement. Donc c'était plus par rapport à ça. Et puis c'est aussi une génération un peu différente où on se dit pas, à 20 et quelques années, 25 ans, on quitte son boulot et on fait complètement autre chose alors qu'on a fait des études pour, etc. Donc c'était plus par rapport à ça. Mais j'ai pas été freinée dans mon truc. Ils m'ont pas dit ça va pas, t'es complètement folle, où est-ce que tu vas? Ils m'ont juste dit au début, est-ce que tu es sûre de toi? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu abandonnes? Est-ce que tu te rends compte de ce vers quoi tu vas aller? Parce que c'est pas simple non plus d'entreprendre. Et t'as des entrepreneurs dans ta famille? Non, non, de très près, non, j'en ai pas. Et alors, comment ça s'est passé quand tu as démissionné? Est-ce que tu as réussi à avoir une rupture conventionnelle pour financer un petit peu? Ouais. Alors l'avantage, c'est que du coup, comme je disais, ça se passait vraiment bien avec mon employeur. Donc il y avait pas de tension au moment où je suis partie. Et du coup, j'ai pu discuter avec lui de. Alors à ce moment-là, j'étais pas certaine de d'où j'allais complètement quand je suis partie. Il fallait encore. J'ai bossé dessus pendant un an, donc il fallait encore que j'affine. Je savais pas encore. Je passais encore des entretiens aussi avec des sociétés. Donc quand je suis partie, je lui ai juste dit, moi, je sais pas exactement ce que je vais faire, mais je veux faire autre chose. Il était évident que je pouvais pas partir sans rien, et me retrouver sans chômage, et me retrouver voilà du jour au lendemain, puisque justement je savais pas vraiment vers où j'allais. Et du coup, il m'a accordé une rupture conventionnelle au moment du départ, qui m'a permis d'au moins avoir le chômage et de pouvoir me permettre aussi des formations avec Pôle Emploi, etc. derrière. Ouais. Ouais, ça a été quand même un gros saut dans le vide parce que du coup, quand tu as démissionné, t'avais rien de concret, Non. quoi. Exactement. Donc après très vite j'ai commencé les formations, que ce soit avec Pôle Emploi, que ce soit avec la région, j'ai fait vraiment plein de choses. Mais les premières semaines c'était qu'est-ce que je fais demain? Je continuais quand même de faire des entretiens en me disant peut-être que je vais avoir une rencontre qui va aussi me déclencher le truc, me dire que c'est là-bas que je veux aller. Et en fait, ça m'a plutôt conforté dans l'idée que je voulais me lancer à part entière dans mon projet. Et c'est là que j'ai complètement arrêté de faire autre chose et que j'ai fait que ça. Et quel conseil tu donnerais aux auditeurs justement qui ont un ras-le-bol comme toi? À quel moment tu penses qu'il faut passer le pas de se dire je démissionne? Je pense que avant de démissionner, et c'est d'ailleurs ce que je conseille des fois à des gens autour de moi qui en ont un peu marre de ce qu'ils font, c'est peut-être de commencer à passer des entretiens dans d'autres entreprises similaires pour voir si le problème vient de l'entreprise ou du domaine dans lequel on travaille. Ça permet déjà d'éliminer pas mal de possibilités parce que que ce soit juste pour passer un entretien ou quand on est embauché ailleurs, on pourra voir si ça se passe bien, si les clients sont différents dans le domaine pour moi, mais c'est selon les secteurs. Et du coup, peut-être de remotiver aussi la personne dans ce métier-là, mais ailleurs. Ça peut redynamiser complètement le métier, je pense. Et puis après, je pense qu'une fois qu'on est, enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. Une fois que j'étais prête et que dans mon idée, ça y est, je voulais pas de retour en arrière et tant pis, je verrai après ce que je fais. Et je vois de foncer en fait parce que c'est bête, mais tous les entrepreneurs ont à un moment pris un risque en se lançant dans leur projet et c'est sûr que c'est un risque. On n'est jamais sûr que ça fonctionne. On n'est jamais sûr, même si au départ que ça marche, que ça va durer et inversement, même si ça commence des fois difficilement, ça peut évoluer après positivement. Donc c'est un risque à prendre, mais je pense qu'une fois qu'on est convaincu soit de son projet, soit qu'on en a marre de ce qu'on fait, faut pas rester bloqué dans une situation où on n'est pas heureux. Ouais. Mais ça, c'est vrai que c'est un super conseil parce que je pense que quand tu passes des entretiens dans une boîte similaire, en fait, moi, je sais que si j'avais aussi déjà commencé à me dire, je vais peut-être pas aller dans un autre cabinet d'avocat. Et en fait, je m'étais dit, mais non, en fait, j'ai plus envie de faire ça. En fait, parce que, en plus, tu te dis, je vais pas recommencer tout ailleurs. Non, c'est trop. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, c'est le job en lui-même, c'est pas la boîte. Et tu perds le côté un peu stabilité, confort parce que potentiellement, tu bougerais dans une autre boîte.
Mais en fait, quand t'as plus envie, bah ça te saoule en fait. C'est exactement ça. Si au moment de l'entretien, tu te sens tout excité en te disant mais j'ai tout à faire, ils vont me mettre sur ça, sur ça, sur ça, c'est Ouais. que c'est fait pour toi et go. Si dès le début tu vois toutes les contraintes et que tu te dis mais en fait va falloir que je recommence tout ça, c'est que c'est pas le bon secteur et Ouais. qu'il faut changer, ouais. Et donc, toi, tu as travaillé dessus pendant 1 an, tu dis. Donc, entre Ouais. le moment où tu as démissionné et l'ouverture, ça a mis 1 an à peu près? À peu près un an, ouais, ça à peu près un an. À peu près un an entre les formations, monter tout le projet, démarcher les financements, trouver un lieu, ouais, ça a mis à peu près un an. Et quelle formation tu as fait? C'était des formations sur l'entrepreneuriat? Ouais, tout à fait. J'ai fait des formations un peu globales et génériques, hein, qui s'appliquent vraiment à tous les secteurs pour créer une entreprise, que ce soit du juridique, du financier, de monter des business plans, vraiment un peu de tout. Et j'avais à chaque fois, il y avait un mentor qui suivait justement l'évolution du projet, qui m'appelait, je sais pas, tous les mois à peu près pour faire le point, voir comment j'avançais, si j'étais dans la bonne direction. Alors, ils font pas votre projet à votre place, mais au moins ils s'assurent qu'on avance dans la bonne direction et surtout qu'on perd pas trop de temps sur des sujets pas importants, qu'on a commencé les choses qui mettent un peu plus de temps en premier. Enfin, c'est plus histoire d'être un peu cadré. Et ça, c'est assuré par Pôle emploi? Ça, c'était avec Pôle emploi. Il y a plusieurs organismes après. Ils en proposent vraiment plein, des organismes externes qui sont du coup pris en charge par Pôle emploi. Ah, ok, d'accord. Ah oui, j'avais aucune idée. Il y en a pris en charge par Pôle emploi, il y en a qui sont pris en charge par le CPF. Il y a moyen de coupler un peu les deux, mais il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire sans avoir à avancer de frais du tout. C'est vrai qu'on a fait un épisode justement avec Transition Pro. Je sais pas si toi, tu as eu Ouais, accès aussi, mais justement, ils aident dans le financement de formation. C'est ouais. un petit peu les mêmes organismes. Et alors, toi, qu'est-ce qu'on t'a conseillé justement de faire en premier? Par exemple, si on a envie de lancer sa boîte, comment tu t'organises un petit peu? Bah, le tout premier, toute première chose à faire, c'était quand même l'étude de marché, voir si ça existait, si ça existait pas, s'il y avait la place pour, où, quand, comment. Donc ça, c'était le premier truc, de faire un peu un état des lieux. Et puis après, c'était de rentrer un peu dans les chiffres, voir si c'était viable aussi. Une fois qu'on est certain qu'il y a la place pour nous, il faut mettre un peu tout dans des beaux tableaux et se rendre compte si ça rapporte des sous, si c'est viable, si on peut être rapidement rentable, si ça va mettre du temps avant de se lancer. Donc c'est un peu les deux premiers axes de boulot sur le projet. Et puis après, une fois qu'on est tout ça d'à peu près mijoté, et arriver la partie plus création de la marque, réfléchir à quelle direction prendre, pour moi, pour les produits, pour l'identité, pour tout ça. Et puis petit à petit, on commence à avoir une entreprise qui ressemble un peu à quelque chose et à pouvoir aller la pitcher auprès d'investisseurs. Oui, justement, c'est la question que je voulais te poser. À quel point faut être avancé pour commencer à parler des financements? C'est tout à la fin? Bah alors moi du coup j'ai été voir des banques et j'ai aussi obtenu un prêt d'honneur de la région. Donc ça fonctionne un peu pareil, hein, on pitch à des personnes qui doivent nous accorder de l'argent, donc c'est exactement pareil. C'est plutôt vers la fin, ouais, carrément, puisqu'il faut avoir des tableaux déjà verrouillés, que tout se réponde. Il faut avoir un business plan propre où on explique concrètement notre projet, on met les grands chiffres, pas besoin de leur mettre tout le détail, mais les grands chiffres pour les convaincre d'investir dans la société. Et on essaye de montrer aussi à quoi ça peut ressembler, donc que ce soit avec des schémas. Voilà, faut qu'il y ait quelque chose d'un peu visuel quand même, qu'ils puissent se rendre compte d'à quoi ça va ressembler et en quoi consiste vraiment. Moi, mon concept store, il fallait que les gens comprennent tout de suite ce que c'était. C'est un peu nouveau, donc il fallait que ce soit très visuel. Et ouais, du coup, j'imagine que sans accompagnement, c'est difficile en fait de faire ce travail. En fait, c'est plus alors ça dépend comment on s'organise dans le travail, mais de se retrouver d'un rythme hyper intense en agence à être tout seul et à se motiver tous les jours à se dire faut que j'avance de tout ça sur ma to-do. En fait, on n'a pas de deadline de fin. Donc si le truc avance, c'est quand même bien d'avoir des rendez-vous réguliers avec quelqu'un qui va nous dire la prochaine fois qu'on se voit, tu me présentes ça. C'est un peu scolaire, hein, mais c'est ce qui permet aussi de se fixer des objectifs dans le temps. Et c'est ce qui, je pense, a permis aussi que ça traîne pas trop sur des mois et des mois pour des tâches qui parfois peuvent être faites assez rapidement. Et quel financement il faut à peu près pour ouvrir une boutique comme ça? Enfin, si tu peux nous donner
une fourchette, tu vois C'est difficile, ça dépend de plein de choses, ça dépend du stock qu'il y a. Faut savoir que les banques n'investissent pas dans les stocks, donc elles vont donner l'argent pour le local, elles vont donner l'argent pour les travaux, pour le matériel s'il y en a besoin, dans l'informatique par exemple. Tout ce qui est stock, c'est à libérer à part, mais du coup l'enveloppe globale va vachement dépendre de tout ça, de la taille du lieu, de sa localisation. Si il faut acheter un droit au bail, donc un pas de porte, s'il faut juste louer le local, ça dépend de plein de choses. C'est un peu dur de te donner une enveloppe, mais c'est des trucs à bien avoir en tête au moment où on fait justement nos tableaux financiers parce que c'est exactement ce que va demander la banque, le détail, de savoir si, qu'est-ce qui rentre dans l'argent qu'on demande en fait. Eux, ils vont vraiment aller chercher. Donc il faut aussi, moi j'avais fait des devis avec plein d'architectes pour savoir combien allaient me coûter les travaux derrière. Idéalement de faire plusieurs devis pour avoir aussi des fourchettes un peu comparatives et convaincre la banque que c'est pas juste un devis au hasard et qu'il y a une vraie étude qui a été faite. Enfin voilà, ça dépend vraiment de plein de choses, mais ça reste des sommes importantes au départ à libérer. C'est super intéressant pour les stocks parce que j'en avais aucune idée. Et c'est combien à peu près un local à Paris? Ça dépend beaucoup de la superficie et à Paris, beaucoup de la localisation. Plus on est dans un quartier fréquenté, plus c'est cher. Et il y a aussi quelque chose, c'est que on peut soit acheter le local, soit on peut juste acheter du coup le droit au bail qui est des sommes, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros, et après payer un loyer au propriétaire. Donc on achète en gros l'espace commercial, mais le bien n'est pas à nous. Ou on peut juste louer le local sans avoir de droit au bail. Et du coup, les sommes n'ont rien à voir parce qu'on peut payer, je sais pas, 100 000 euros de droit au bail et derrière payer 2 000 euros de loyer. On peut payer aussi juste 4 000 euros de loyer. On peut aussi acheter le local et du coup, on n'a plus de loyer derrière. Donc, franchement, ça dépend vachement. Et qu'est-ce qui se fait de plus à Paris, du coup toi, quand tu as visité, c'était... Parce que j'imagine que tu n'as pas le choix, du coup, c'est le propriétaire qui va décider. Il y a beaucoup de droits au bail quand même à Paris, pas mal. Qui donc du coup on paye une grosse somme au départ et ensuite on paye un loyer. Souvent il est moins important que quand on paye juste un loyer parce que du coup on a investi au départ dans le local et du coup généralement c'est un peu moindre derrière. Mais du coup il faut pouvoir soit avoir la trésorerie au départ pour sortir cet argent qui est une grosse somme. Enfin faut l'avoir pensé. L'avantage c'est que du coup quand on quitte le local on revend le droit au bail donc c'est aussi de l'argent qu'on récupère. Voilà, c'est un investissement. Ouais, ok, c'est vrai que ça fait beaucoup de questions que j'imagine quand tu te lances, ça doit être un peu stressant parce que, bon, voilà, tu vois, tu sais pas en plus si ça va marcher, quoi. Ouais. Comment toi, tu t'es sentie, justement, tu vois, je sais pas, après le premier rendez-vous avec le banquier, Les rendez-vous, c'était un peu particulier parce que moi, en plus, j'allais pitcher un concept store canin. Alors vraiment, les trois quarts me regardaient avec des yeux, qu'est-ce qu'elle me veut? Ils ont pas du tout l'habitude qu'on leur parle de ce type de projet. Donc quand je tombais sur une personne un peu vieille école, je sentais au bout de 5 minutes que je l'avais perdu et que ça les dépassait complètement ce que j'étais en train de leur raconter. Et puis après, il suffit d'une personne qui croit un peu au truc et qui soit curieuse de ce que ça peut donner. On sent tout de suite, hein, généralement pendant l'entretien, si la personne est un peu intéressée, pose des questions, voit un potentiel dans le projet ou pas. Hein. Et justement, ouais, c'est vrai qu'on a eu pas mal d'invités qui nous ont dit que c'était aussi difficile quand tu es une femme assez jeune de demander des financements bancaires parce qu'on te fait moins confiance. Toi, tu as senti ça? Alors, j'ai pas de point de comparaison du coup avec un homme qui aurait fait les mêmes entretiens, mais c'est vrai que en tout cas ça a été compliqué. Je sais pas si c'est le fait d'être une femme jeune ou pas, mais ça a certainement joué, notamment l'âge, je pense, parce que du coup faut être pris au sérieux et quand on se retrouve face à un banquier de 50 ans qui a l'habitude plutôt d'investir dans, je sais pas, une épicerie, un fromager, ce genre de choses, et qu'on vient parler de nos petits chiens et des accessoires, des fois on sent que l'accueil il est pas là du tout et qu'il y a un monde entre nous deux. Et l'âge encore plus parce que je pense qu'à ce moment-là il y a eu pas mal de gens aussi qui ont eu un ras-le-bol avec le Covid et qui ont eu envie de faire autre chose. Et du coup, il a fallu prouver que c'était pas une lubie de plus dans leurs clients et que c'était un vrai truc concret, que voilà, le projet était réfléchi et que peu importe l'âge, on était conscient des risques que ça impliquait et de tout ce à quoi il fallait penser. Et du coup, ouais, il faut, je pense, par rapport à l'âge, d'autant plus être convaincant et avoir un truc très carré en y allant. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, mais il faut avoir un truc très propre, très net au moment où on rencontre le banquier et pour qu'il n'y ait pas de doute possible de son côté.
Ouais. Et t'avais quel âge toi à ce moment-là? Et ben j'avais 24 ou 25 ans. Donc ouais, c'est sûr que la question de l'âge est souvent intervenue. Eux, ils voient ça, voilà, il faut être hyper pro quand on arrive pour que il y ait pas cette barrière de l'âge qui s'ajoute à toutes les autres difficultés qu'il y a dans le fait de monter une entreprise. Et alors, comment t'as choisi le nom de ta marque? Je voulais un nom anglophone puisque l'idée c'était de s'étendre à terme à l'international. Et puis en se situant à Montmartre aussi, il y avait une clientèle pas mal internationale puisqu'il y a à la fois des touristes mais il y a aussi beaucoup d'expatriés qui habitent dans le coin. Donc on parle constamment en anglais, donc c'était aussi chouette d'avoir un nom qui puisse voilà passer un peu partout. Et après Barkeuse en fait ça veut dire aboyeur. Et un aboyeur au-delà du sens aboyer pour un chien, c'est quelqu'un qui à l'époque annonçait les comédiens au théâtre ou qui annonçait dans la rue, qui criait pour vendre les journaux, qui annonçait aussi l'entrée, par exemple, du roi dans une pièce. Enfin, il y avait le côté un peu avant-garde que j'aimais bien, de dire qu'on apportait la nouveauté, vu que l'idée c'était d'avoir des marques qui n'étaient pas dispo ailleurs, des produits, des nouveautés tout le temps. J'aimais bien cette dualité dans le mot. Et N Brothers parce que le côté rétro des sociétés, alors c'est souvent américaine, mais où il y a N Sons, N Fathers, voilà, très familial, mais les chiens c'est une communauté très fraternelle, donc je trouvais ça assez marrant voilà, de jouer sur ce côté un peu rétro, mais tout en le ramenant aux chiens. Ouais. T'as pas eu envie de te donner le nom de ton chien ou... Bah, j'aurais pu. Franchement, ça a mis du temps. En plus, étant donné que c'était un peu mon job à un moment de trouver des noms, il y a dans mes missions, c'est arrivé souvent de devoir créer des noms de marques en agence. Donc du coup, c'était un gros challenge pour moi parce que enfin, je voulais un truc vraiment qui me corresponde. Donc c'est un des trucs qui, je pense, a mis le plus de temps. Alors que bon, voilà, c'est un des trucs qui a mis le plus de temps. Du coup, on est passé par pas mal d'options jusqu'à temps qu'il y ait un truc qui mette tout le monde d'accord et moi et autour de moi. Du coup, il y a certainement dû avoir des moments où le nom de Ralph est passé dans la liste. Et alors, comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous raconter l'ouverture de ta boutique? Est-ce que c'était comme tu l'avais imaginé? Ouais, alors j'ai jamais été trop angoissée pendant les mois de préparation, les travaux et tout, parce qu'en fait, on a la tête dans le projet et on se rend pas du tout compte de ce qui va arriver. En revanche, la veille de l'ouverture, c'était un stress pas possible. C'est le moment où tu te poses toutes les questions, tu te dis est-ce que j'ai pas oublié ci, ça, ça. En tout cas, ça a été vraiment très stressant la veille. Et le jour de l'ouverture, pas du tout. En fait, une fois qu'on est lancé, que les gens ont commencé à rentrer dans la boutique, qu'on a commencé à parler, ça devient tout naturel et il y a plus de questionnement en fait. Et il y a eu rapidement des gens qui sont passés parce que du coup j'avais fait un peu de communication, notamment sur Instagram avant, mais il y avait aussi des gens du quartier qui savaient pas du tout et qui avaient juste vu pendant plusieurs semaines les stores fermés avec voilà, ils avaient compris que quelque chose arrivait, donc quand ils ont vu que c'était ouvert, ils sont rentrés. Et en fait, à partir du moment où le premier client rentre, c'est le soulagement et ça devient normal. On parle aux gens, les gens posent plein de questions sur la nouveauté. Et la boutique en elle-même, bah, franchement, elle est super jolie, hein, c'est super sympa. C'était comme tu l'avais imaginé, enfin, comme dans tes rêves. Alors oui, il faut après dealer avec l'espace parce que moi j'ai choisi un local un peu atypique qui est sur plusieurs niveaux. On est à Montmartre, donc il y a rien de vraiment très droit. Il y a plein de choses un peu à l'ancienne. Donc il fallait un peu dealer avec le lieu en lui-même. Mais moi ça tombait bien parce que j'avais vraiment 3 espaces dans mon concept. Donc vu qu'il y avait plusieurs petites zones, ça a bien matché. Et puis après il a fallu faire pas mal de travaux pour le mettre à l'image de ce que j'avais envie de faire, en faire quelque chose un peu plus moderne aussi, parce qu'il y a eu plein de choses qui se sont passées avant. Il y a eu des galeries d'art, il y a eu des boutiques, il y a eu des restos, il y a eu plein de choses. Donc le local avait du vécu. Mais du coup ouais maintenant je suis très contente de ce que c'est devenu et de ce côté un peu atypique justement qui est pas juste un rectangle avec des néons au plafond. C'est vraiment ce que je cherchais pour le concept. Et du coup, t'as ouvert quand exactement? Et ben j'ai ouvert le 16 avril 2022. Donc ouais, ça fait un peu moins d'un an. Et Ouais. est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surprise, tu vois, qui n'était pas forcément comme tu l'avais imaginé? Bah alors c'est pas vraiment une surprise, mais il faut s'attendre à une charge importante de boulot. Ça veut dire que les jours où je suis fermée, pas de week-end, c'est les moments où je fais tout ce que j'ai pas le temps de faire la semaine, donc tout ce qui est compta, tout ce qui est répondre aux messages, parce que tant qu'on est avec des clients, bah il y a plein de choses qu'on peut pas faire. Donc ça c'est quelque chose à avoir en tête au départ. Et je pense que j'en étais consciente sans me rendre compte à quel point ça allait quand même influer sur mon rythme de vie. C'est vrai que tu me racontais en off du coup que
tu venais d'embaucher ta première employée et c'est vrai que ça doit être difficile quand tu as ta boutique parce que en fait, tu es tout le temps un peu en représentation, j'ai envie de dire. Donc, du coup, tu peux pas faire tous ces petits trucs admin. Et puis, c'est vrai que du coup, tu es moins flexible. En fait, tu dois être là. Comment ça s'est passé pour toi, peut-être? Alors du coup, être tout seul, ça a des avantages parce que, encore une fois, on rend compte à personne, mais aussi on se gère notre rythme comme on veut. Il y a personne, voilà, on a personne à manager et tout, donc ça a des avantages, hein. Mais on est aussi tout seul pour tout faire. Donc que ce soit d'accueillir les clients, de vraiment jouer son rôle de vendeur ou de faire la compta ou de répondre parce que des mails, il y en a de toutes sortes, hein. Il y a de l'administratif, il y a des commandes, il y a plein de choses différentes, il y a des propositions de projets, il y a plein de choses. Ou même tout simplement faire le ménage de la boutique, on est tout seul pour tout faire. Donc il faut s'organiser, mais il faut aussi trouver le temps. Et le temps, malheureusement, il n'est pas extensible. Donc il y a des jours où on doit remettre au lendemain certaines choses. Du coup, il y a aussi des choses qui peuvent s'en passer. Donc c'est pour ça que les jours où la boutique est fermée, généralement, je rattrape mon retard, je réponds à tout ce que j'ai pas pu répondre pendant la semaine. J'essaye de m'avancer aussi pour les semaines après. Là, du coup, d'avoir embauché quelqu'un me libère quand même de temps et aussi de la charge mentale parce que je sais qu'elle va pouvoir se charger justement de toute la partie vente pendant que moi, je suis juste à côté, mais en train de répondre à des choses, en train de penser déjà à l'étape d'après. Donc, c'est hyper agréable de pouvoir aussi se reposer un peu sur quelqu'un qui reprenne certaines émissions et de se dire, bon, ça, je m'en occupe pas, je me concentre là-dessus. Parce que ça peut aussi être vite prenant d'avoir 1 milliard de projets en tête et de choses à faire dans une journée. Ouais. Et alors, ça serait quoi, toi, ton plus grand rêve pour Barkers and Brothers? Parce que alors, tu disais que tu avais envie d'aller peut-être à l'international. Tu vois, dans tes rêves, qu'est-ce que tu imagines? Alors, le rêve ultime, c'est d'en ouvrir une un jour à New York, parce que j'adorerais y vivre et parce que il y a une grosse communauté de chiens. Il y aurait certainement une étape à Londres avant, parce que Ouais, pareil, ça, c'est sûr. ils sont hyper dog-friendly et ça reste aussi plus accessible géographiquement pour aller ouvrir. Mais c'est un peu les deux grosses ambitions, c'est d'ouvrir dans ces villes-là. Ils ont aussi pas mal de super produits qui existent, des marques donc qui permettraient d'importer des choses locales aussi là-bas. On pourrait aussi importer du Made in France dans ces pays. Donc, il y a plein de choses à faire, mais c'est vraiment les deux gros goals. Et tu voudrais aussi ouvrir d'autres boutiques en France ou pas spécialement? Alors, c'est un peu le questionnement. Est-ce que j'en ouvre d'abord en France? Est-ce que je m'exporte et après je réfléchis à en ouvrir d'autres? C'est un peu dans les prochaines réflexions stratégiques. C'était pas dans le plan initial, très honnêtement. J'avais pour objectif d'en ouvrir plutôt une par pays. Mais à voir comment ça évolue, à voir la demande aussi. Quand je rencontre des clients, parfois on me dit il faudrait ouvrir là-bas, il faudrait ouvrir ici. Donc peut-être que ça interviendra, mais c'est pas encore fixé. Ouais, c'est bien plein de projets en tout cas. Alors, dernière question, c'est toujours la question que je pose à la fin. C'est quoi pour toi une reconversion réussie? Je pense qu'une reconversion réussie, c'est au-delà de l'aspect financier, carrière, etc. C'est d'être épanoui dans ce qu'on fait tous les jours et de se lever avec l'envie d'aller bosser et avec plein de projets en tête et voilà, pas de regrets. Moi, quand je repars en arrière, j'ai aucun regret d'avoir quitté ce que je faisais. Et c'est d'ailleurs une des premières questions qu'on me pose. Mais du coup, pas de regret de tout ce monde d'avant. Et j'ai aucun doute sur le fait que je suis contente d'avoir changé. Et je pense qu'en ça, c'est réussi. Peu importe où ça me mène derrière, je pense que la réponse est claire. J'ai bien fait un moment de partir et c'était le bon moment. En plus, c'est vrai que ça se voit que ça te sert ce que tu as fait avant parce qu'il y a une vraie identité dans ce que tu fais. On voit dans ta communication sur Instagram, tu as une vraie identité, on comprend ton concept, ta marque. C'est vrai que tu es axé luxe pour chiens. Donc, c'est vrai que c'est sympa de voir le lien entre tes deux vies. Eh ben, merci. Non, mais je pense que toutes les expériences passées viendront servir le projet derrière. Peu importe le secteur dans lequel on était avant, je pense que il y a plein de choses qui peuvent nous servir. Si on était, je sais pas, dans la finance et qu'on se lance dans complètement autre chose, bah, ça va nous permettre de monter l'entreprise bien plus sereinement sur le plan financier. Moi, j'avais du coup tout cet aspect communication qui me sert énormément aujourd'hui pour la société et qui aussi m'a permis d'économiser beaucoup de coûts parce que j'avais pas besoin de prendre une agence externe. Donc je pense que ouais, finalement la reconversion permet aussi d'être encore plus armé pour lancer une entreprise. Et alors, quel conseil tu donnerais à des auditeurs qui ont un rêve un peu fou? Parce que toi, j'imagine que c'était un rêve fou pour certains. Tu vois, qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'ils se lancent? Moi, je dirais que si
le projet tient la route. En fait, au début, il va y avoir plein d'idées qui vont arriver, ça va partir dans tous les sens. Au moment où le truc est recentré et qu'on se rend compte que c'est tout bête, hein, moi je suis pas du tout tableau et financier, mais il y a un moment on est obligé d'y passer. Mais quand on se rend compte que bah ça tient la route dans les chiffres et que c'est faisable, et bah go, faut foncer parce qu'en fait c'est comme ça que tous les nouveaux concepts, que toutes les nouvelles entreprises, que tous les nouveaux succès se sont faits. C'est qu'il y a un moment, quelqu'un s'est dit, c'est complètement fou, mais je le fais. Et du coup, si on a une idée et qu'elle tient la route, faut foncer. Ça, c'est un super conseil, je pense, de tout de suite passer au concret, en fait. Parce que du coup, ça désarme un peu toutes les peurs irrationnelles qu'on a et Ouais. puis se dire, bon, bah, est-ce que concrètement, c'est possible, quoi. Ben, un grand merci en tout cas, Marie. Donc, je mettrai tes réseaux sociaux sur la description de l'épisode pour que les auditeurs puissent aller te voir et peut-être si tu peux donner l'adresse de ta boutique. Ouais, la boutique, elle se situe 8 rue Androuet dans le 18e, donc c'est en plein Montmartre, dans les petites rues. Voilà, on a pas mal d'auditeurs parisiens, donc peut-être ils viendront te rendre visite. Un grand merci pour tout ce que tu as partagé. Merci à toi. Merci beaucoup. Retrouvez toutes les informations sur les accompagnements possibles pour s'installer en Aveyron sur www.vien-vivre-en-aveyron.fr. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast, abonnez-vous, laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe Facebook du podcast, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur YouTube sous le pseudo Claire Virose ou par mail à l'adresse clairevirose@gmail.com.